Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau format ponctuel dans Clinique du crime. Fragment clinique. Un format plus court, plus resserré, un espace où je ne raconte pas toute une affaire. J'en isole un mécanisme, une question clinique, un point de bascule. Pour ce premier fragment, je reviens sur l'affaire Troadec à partir d'un mécanisme précis, la paranoïa. Comment une idée s'installe, comment elle se renforce, comment elle résiste au doute, comment elle finit par transformer tout ce qui arrive en preuve. Mais peut-être faut-il d'abord rappeler les faits. En février 2017, 4 membres d'une même famille disparaissent près de Nantes. Pascal Troadec, sa femme Brigitte et leurs 2 enfants Sébastien et Charlotte. L'enquête conduit rapidement à Hubert Kawissin, le compagnon de la sœur de Pascal Troadec. Il avouera les avoir tués. Et au cœur de ce crime, il y a une idée fixe, une certitude sur un héritage caché, sur une somme d'argent qui aurait été dissimulée depuis des années par la famille. Une certitude qui avait résisté à tout, aux démentis, au silence, aux années. Une certitude qui avait fini par tuer 4 personnes. Ce qui m'avait frappé en travaillant cet épisode, ce n'était pas seulement la violence du passage à l'acte, c'était l'imperméabilité de la pensée qui l'avait précédée, cette façon dont une idée peut devenir tellement fermée sur elle-même qu'elle finit par tenir lieu de réalité. Aujourd'hui, je voulais revenir sur ce mécanisme pour comprendre le fonctionnement lui-même. Parce que la question que pose Kawissin, et c'est bien celle-ci, comment une pensée ordinaire peut-elle devenir une certitude sans retour? Et surtout, pourquoi le doute chez certaines personnes disparaît-il? Bienvenue dans Fragments cliniques. Dans l'affaire Troadec, la certitude d'Hubert Kawissin ne semble pas apparaître d'un seul coup. Elle ne surgit pas comme un éclair dans un ciel vide. Elle s'installe, elle se renforce et elle résiste. Et c'est cela qui m'intéresse ici. Le chemin par lequel une idée cesse peu à peu d'être une hypothèse pour devenir une certitude. Une impression devient alors une intuition devient une inquiétude, et l'inquiétude, une conviction. Puis, un jour, la pensée bascule, et cette bascule change tout. Pour saisir ce basculement, prenons une scène ordinaire, une scène minuscule, pas pour la comparer à l'affaire Troadec, mais pour voir comment, parfois, une pensée commence à se refermer sur elle-même. Prenons une scène simple. Vous envoyez un message à quelqu'un, la personne ne répond pas. Quelques heures passent, puis vous la croisez. Elle vous regarde à peine, elle dit une phrase un peu froide, rien de spectaculaire, rien qui prouve quoi que ce soit. Mais quelque chose se met à travailler dans la pensée. Et il faut préciser une chose importante. Ce type de pensée en soi n'a rien d'anormal. Nous pouvons tous nous inquiéter d'un silence, nous pouvons tous interpréter un regard, nous pouvons tous avoir un moment de méfiance, de doute, de susceptibilité. Ce n'est pas cela qui fait paranoïa. Ce qui compte, c'est ce qui arrive ensuite. Est-ce que la pensée reste souple ou est-ce qu'elle se ferme? Est-ce qu'elle peut encore accueillir une autre explication? Ou est-ce qu'elle transforme tout en preuve? On peut se demander, mais pourquoi elle ne me répond pas? Est-ce qu'elle m'évite? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce silence? Et dans un fonctionnement souple, cette pensée reste ouverte. Elle ne se précipite pas tout de suite vers une seule explication. Elle peut encore envisager plusieurs hypothèses. Peut-être qu'elle est occupée ou qu'elle traverse quelque chose. Peut-être que j'ai mal interprété son regard. Peut-être que je n'ai pas tous les éléments. Bref, la pensée reste ouverte tant qu'elle peut encore accueillir plusieurs versions. Autrement dit, le réel peut encore venir corriger l'interprétation. Une parole peut encore compter, une explication peut être encore entendue, un fait nouveau peut encore déplacer la pensée. Mais dans un fonctionnement paranoïaque, quelque chose se ferme. La pensée ne se présente plus comme une hypothèse, elle devient une certitude. Elle ne dit plus peut-être, elle dit je sais. Et à partir de là, tout change. Parce que si je sais déjà, je n'ai plus besoin de vérifier. Je n'ai plus besoin d'écouter vraiment.
Je n'ai plus besoin de laisser l'autre répondre. Je vais seulement chercher ce qui confirme ce que je crois déjà. C'est là que le doute devient essentiel, car le doute a cette capacité psychique à laisser une place au réel. Douter, c'est pouvoir dire je pense cela, mais je peux me tromper. Et cette phrase, cliniquement, elle est fondamentale, parce qu'elle empêche la pensée de se refermer complètement sur elle-même. Elle maintient une respiration, un espace, une possibilité de retour. Mais dans certains fonctionnements paranoïaques, cette fenêtre se ferme, pas forcément violemment, elle peut se fermer lentement, presque silencieusement. Et à partir de là, l'idée commence à se renforcer elle-même. Elle ne cherche plus vraiment à comprendre, elle cherche à confirmer. Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'à ce moment-là, le réel n'est plus observé comme quelque chose de complexe. Il devient une sorte de dossier à charge. Tout est trié, tout est sélectionné, tout est relu dans le même sens. Un détail devient important, un détail important devient suspect, un détail suspect devient une preuve, et ce qui contredit l'idée, ce n'est plus entendu, ou alors c'est minimisé. Ou pire, c'est réinterprété comme une preuve supplémentaire. Le retard devient un signe, le signe devient un indice, l'indice devient une preuve. Petit à petit, tout s'organise autour de l'idée première. Même ce qui pourrait rassurer ne rassure plus. Même ce qui pourrait contredire ne contredit plus. Parce que la pensée a déjà décidé. Et quand la pensée a déjà décidé, le réel arrive toujours trop tard. C'est ce que les psychiatres Paul Sérieux et Joseph Capgras décrivaient au début du XXe siècle, dans ce qu'ils appelaient le délire d'interprétation. Et ce terme est important, parce que dans ce type de fonctionnement, la pensée ne paraît pas forcément incohérente. Elle ne part pas dans tous les sens. Elle peut même donner l'impression d'être très logique. La personne observe, elle relit, elle compare, elle reprend les détails, elle construit une explication. Et elle peut dire regardez, ceci prouve cela. S'il a dit ça, c'est bien que. S'ils ont fait cela, c'est qu'ils cachent quelque chose. Il y a donc bien un raisonnement, mais c'est un raisonnement fermé, un raisonnement qui ne sert plus à chercher, qui sert seulement à confirmer, comme si le verdict avait déjà été rendu avant même l'enquête. Il reste une question pourtant, peut-être la plus difficile. Pourquoi certaines personnes basculent-elles dans ce type de fonctionnement? Pourquoi le doute finit-il par disparaître? Et la réponse, cliniquement, est presque contre-intuitive. Avant la certitude, il y a souvent un moment plus flou, un moment où la personne sent quelque chose, mais ne sait pas encore comment l'expliquer. Prenons un exemple. Quelqu'un arrive dans une famille où il ne se sent pas vraiment accueilli. Personne ne l'insulte directement, personne ne lui dit clairement tu n'as pas ta place ici, mais il y a des regards, des silences, des phrases un peu froides, des conversations qui s'arrêtent quand il entre dans la pièce, des décisions prises sans lui, des souvenirs de famille auxquels il n'a pas accès. Au départ, ce sont peut-être des détails, mais à l'intérieur, cela peut produire un malaise très fort. Il peut se sentir mis à l'écart, méprisé, toléré mais pas reconnu, présent mais pas inclus. Il ne peut pas forcément formuler cela clairement. Il sent seulement il y a quelque chose. On ne me dit pas tout. Je suis tenu à distance. Et c'est là que la pensée commence à chercher une explication. Un silence devient peut-être une preuve de mépris. Une absence devient peut-être une preuve de rejet. Et une phrase maladroite devient peut-être une preuve d'hostilité. Et lorsque cette explication arrive, elle peut devenir très puissante. Parce qu'elle donne une forme à quelque chose qui jusque-là n'en avait pas. Elle vient dire voilà pourquoi je souffre, voilà ce qu'ils me cachent, voilà ce qu'ils m'ont pris. Mais cette certitude se ferme. Elle ne cherche plus, elle accuse. Lacan, psychanalyste du XXe siècle, disait que le délire pouvait être une tentative de guérison. La formule peut surprendre, parce qu'évidemment, le délire ne guérit pas au sens où il répare vraiment. Il peut enfermer, il peut isoler, il peut parfois conduire à des impasses terribles. Mais ce que Lacan veut dire, c'est que le délire tente parfois de recoudre quelque chose qui s'est déchiré. Il tente de remettre du sens là où il n'y en avait plus.
Il tente de donner une forme à une angoisse qui, jusque-là, restait informe. Comme si le psychisme disait: «Je ne peux pas rester face à ce vide. Il faut que cela veuille dire quelque chose». C'est ici que Lacan parlerait dans certains fonctionnements psychotiques de forclusion. Le mot est technique, mais on peut l'approcher simplement. Dans la forclusion, quelque chose d'essentiel n'a pas pu être inscrit dans le langage intérieur. Quelque chose n'a pas pu devenir une pensée, une question, un doute. Pour comprendre ce mécanisme, il faut parler de symbolisation. Symboliser, ce n'est pas donner du sens à tout ce qui nous arrive. Il nous arrive beaucoup de choses dans une vie, tout ne devient pas une faille, tout ne devient pas un symptôme. Symboliser, c'est plutôt pouvoir donner une forme psychique à ce qui nous atteint, à ce qui nous blesse, à ce qui vient toucher un point sensible du sujet. Par exemple, une question de place, de reconnaissance, d'humiliation, de valeur personnelle. Symboliser, c'est pouvoir mettre cette blessure en mots, la relier à une histoire, lui donner une place intérieure, pouvoir se dire, même confusément: «Voilà ce que je ressens, voilà ce qui m'a touché, voilà ce qui a été blessé en moi». Symboliser, c'est permettre à une expérience blessante de devenir quelque chose qui peut être pensé. Mais parfois, certaines blessures ne parviennent pas à être symbolisées parce que la blessure arrive trop tôt, ou trop fort, ou dans trop de solitude, ou dans trop de honte, ou sans témoin capable de la reconnaître. Parfois, personne autour du sujet ne vient mettre des mots, personne ne vient contenir, personne ne vient dire: ce que tu ressens existe. Alors la blessure reste brute. Elle ne devient pas vraiment une pensée, ni même une question, et ni un souvenir intégré. Elle reste comme une zone muette du psychisme, une zone sans mots, une zone sans représentation claire, une zone qui n'a pas trouvé sa place dans l'histoire intérieure du sujet. Et il faut être prudent. Ce qui n'a pas été symbolisé ne produit pas forcément un trouble. Certaines zones muettes peuvent rester silencieuses longtemps. Elles peuvent être recouvertes, compensées, contournées. Parfois, elles ne produisent rien de visible, heureusement. Mais parfois, plus tard, un événement vient toucher cette zone. Dans l'affaire Troadec, ce point sensible semble se cristalliser autour d'une question très précise: l'héritage, l'argent, le trésor familial supposé, ce qui aurait été caché, ce qui aurait été gardé par d'autres. Mais pourquoi cela tourne parfois en paranoïa? Parce qu'une blessure non symbolisée ne devient pas automatiquement un délire. Elle peut, comme on l'a vu, rester silencieuse, elle peut produire de l'angoisse, de la honte, une inhibition, des schémas de répétition, de la colère, ou parfois rien de visible. Dans le fonctionnement paranoïa, quelque chose de précis se produit. Le sujet ne peut plus rester avec une question ouverte. Il ne peut plus se dire: pourquoi cette histoire me touche autant? Pourquoi ai-je le sentiment d'être lésé? Ces questions ouvrent trop de vide, trop d'angoisse. Alors, la pensée cherche une réponse. Et cette réponse se construit dehors, chez l'autre, dans ses silences, dans ses gestes, dans ses intentions supposées. Ce n'est plus je me sens privé de quelque chose, c'est on m'a volé. Ou encore je ne comprends pas ce qui me touche, mais il me cache quelque chose. Ce n'est plus une blessure à penser, c'est une faute à attribuer à l'autre. Dans l'affaire Troadec, cette logique semble se cristalliser autour de l'héritage. La question ne reste pas pourquoi cette histoire d'argent me hante, elle devient ils ont caché quelque chose, ils ont menti, ils nous volent. Et à partir de là, tout peut être relu dans le même sens. Un silence devient une dissimulation, un démenti devient une preuve qu'on ment, une absence de preuve devient presque la preuve que la vérité est bien cachée. La pensée ne cherche plus à vérifier, elle cherche à confirmer. C'est cela le virage paranoïaque. La question intérieure devient une accusation extérieure. On peut faire l'hypothèse que chez Hubert Kawissin, quelque chose d'ancien était déjà là, une blessure autour de la place, de la reconnaissance, du dû.
quelque chose qui n'avait peut-être jamais trouvé les mots pour se penser. Et la tension familiale autour de l'héritage est venue toucher cette zone. Elle l'a remise au centre, elle l'a réveillée. Et quand une blessure ne trouve pas les mots, elle ne devient pas facilement une pensée. Elle peut rester comme un trou symbolique, un endroit sans représentation, sans phrase, sans appui, un vide autour duquel le psychisme tourne sans parvenir à le penser. La question intérieure serait alors trop difficile à soutenir. Se demander pourquoi cette histoire me touche autant, pourquoi ai-je ce sentiment d'être lésé, supposerait de pouvoir rester un instant face à l'incertitude, face au manque, face au vide. Mais si ce vide est trop angoissant, alors la pensée peut chercher une réponse plus solide, plus fermée, plus rassurante en apparence. Dans le fonctionnement paranoïaque, cette réponse prend la forme d'une certitude extérieure. Ce n'est plus qu'est-ce qui est blessé en moi, c'est ils m'ont volé. La tension familiale autour de l'héritage serait alors venue toucher cette zone ancienne. Elle aurait remis au centre ce trou symbolique. Mais au lieu de devenir une question intérieure, elle se serait transformée en accusation extérieure. Et c'est peut-être là que le mécanisme paranoïaque se referme, quand le vide de la question devient plus insupportable que la violence de la certitude. La certitude paranoïaque peut alors fonctionner comme une stratégie de survie psychique. Elle vient mettre une forme là où il y avait du vide. Elle vient donner une explication là où il n'y avait pas de mots. Elle vient désigner un responsable là où le sujet ne pouvait pas soutenir l'énigme. C'est terrible parce que cette certitude enferme, elle coupe du réel, elle peut couper du lien. Mais psychiquement, elle peut aussi avoir une fonction. Éviter au sujet de tomber dans quelque chose d'encore plus angoissant, le vide, le non-sens, le trou sans bord. Et c'est là toute la complexité clinique. Ce qui protège peut aussi détruire. Dans l'affaire Troadec, on peut faire l'hypothèse que la certitude autour de l'héritage venait tenir quelque chose. Elle donnait une forme à une blessure ancienne, elle organisait le chaos, elle transformait une question impossible en réponse absolue. Mais cette réponse, au lieu d'ouvrir une issue, a fermé le monde. Et quand la certitude devient une stratégie de survie, elle peut devenir aussi une stratégie d'enfermement. La certitude vient sauver le sujet du vide, mais elle peut aussi l'enfermer dans une réalité qui ne respire plus. Et c'est peut-être ça la leçon clinique la plus sobre que nous laisse l'affaire Troadec. Hubert Kawissin ne cherchait plus, il savait. Depuis longtemps, il savait. Et dans ce savoir fermé, 4 personnes ont cessé d'exister comme des personnes. Elles sont devenues des preuves, des obstacles, des pièces d'un dossier déjà constitué. La certitude avait remplacé la rencontre, elle avait remplacé le doute, elle avait remplacé le réel. Et dans ce réel-là, il n'y avait plus de place pour eux. C'était un fragment clinique de Clinique du crime, un fragment autour de l'affaire Troadec, de la paranoïa, et de cette question, que devient la pensée quand le doute disparaît? Si vous ne connaissez pas encore l'affaire Troadec, je vous invite à écouter l'épisode complet disponible dans le catalogue de Clinique du crime. Merci d'avoir écouté, à très bientôt.